Un enfant de 10 ans tremble dans le noir. Il a froid, il a peur, et il porte une simple chemise de nuit. Cet enfant, c'est le roi de France. Cette nuit-là, celui qui deviendra le plus puissant monarque d'Europe ne règne sur rien. Il ne commande personne. Il fuit, comme un voleur, par les ruelles glacées d'une capitale en révolte. Sa propre ville veut sa peau. Son propre peuple le rejette. Et pendant que Paris dort, le futur roi Soleil s'échappe dans l'ombre, arraché à son lit par sa mère, sans savoir s'il reverra un jour son palais. Cette humiliation, ce traumatisme d'enfance, va changer l'histoire de France pour toujours, parce que l'enfant qui a fui cette nuit-là n'oubliera jamais, et sa vengeance durera 72 ans. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les secrets cachés de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, je vous révèle ce que les livres d'école n'ont jamais osé vous raconter. L'histoire commence. Nous sommes en janvier 1649 et Paris est une poudrière. Imaginez une ville de 400 000 âmes, écrasée par l'hiver, affamée par la guerre, épuisée par les impôts. Dans les ruelles étroites du vieux Paris, le froid mord les visages, le pain coûte une fortune. Et partout, dans les tavernes, sur les marchés, au coin des ponts, on entend le même nom, craché comme une insulte, Mazarin, le cardinal Mazarin, l'italien, l'étranger qui gouverne la France au nom d'une reine espagnole et d'un enfant de 10 ans. Pour le peuple de Paris, cet homme incarne tout ce qui ne va pas. Il pressure les pauvres pour financer des guerres lointaines. Il s'enrichit pendant que les Français meurent de faim. Il manipule la reine, dit-on. Il se moque du roi. Il méprise le Parlement. Et le Parlement, justement, a décidé de ne plus se laisser faire. Ces magistrats en robe noire, ces juges et ces conseillers qui siègent au palais de justice se considèrent comme les gardiens des anciennes libertés françaises. Ils refusent les nouveaux impôts. Ils exigent des comptes. Ils osent dire non à la couronne. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un tient tête au pouvoir royal. Et Paris les soutient. Quelques mois plus tôt, en août 1648, la capitale s'est soulevée. En une seule journée, plus de 1200 barricades ont surgi dans les rues. Des chaînes tendues entre les maisons, des pavés arrachés, des hommes armés de fourches, de bâtons, de vieilles épées. Anne d'Autriche, la reine régente, a dû céder. Elle a libéré les parlementaires qu'elle avait fait arrêter. Elle a reculé, humiliée, furieuse. Cette journée des barricades, elle ne l'a pas oubliée. Et elle ne l'a pas pardonnée. Depuis, la tension n'a fait que monter. Les pamphlets circulent par milliers. On les appelle les mazarinades. Ce sont des textes féroces, souvent vulgaires, qui traînent le cardinal dans la boue. On l'accuse de voler l'argent du royaume. On dit qu'il couche avec la reine. On affirme qu'il veut détruire les libertés françaises pour imposer une tyrannie à l'italienne. Certains pamphlets vont encore plus loin. Ils s'en prennent à Anne d'Autriche elle-même. Ils la traitent d'étrangère, d'espagnole, d'ennemi de la France. Et le petit roi, dans tout cela, que devient-il? Louis a 10 ans. 10 ans. Et déjà le poids d'une couronne sur ses épaules d'enfant. Il vit au Palais Royal, cette résidence parisienne où sa mère l'a installé après la mort de son père, Louis XIII. C'est un garçon sérieux, silencieux, observateur. Il aime la danse et les chevaux. Il a appris très tôt qu'il est différent des autres enfants, qu'il est l'élu de Dieu, que la France lui appartient. Mais en ce mois de janvier 1649, il sent bien que quelque chose ne va pas. Il voit les visages tendus des courtisans. Il entend les conversations qui s'arrêtent quand il entre dans une pièce. Il perçoit l'inquiétude dans les yeux de sa mère. Et surtout, il entend les bruits qui viennent de la rue, les cris, les chants hostiles, les insultes contre Mazarin, contre la reine, parfois même contre lui. Un jour, il aurait demandé à Anne d'Autriche cette question terrible. Pourquoi le peuple ne m'aime-t-il pas? Et sa mère lui aurait répondu avec cette froideur dont elle est capable. Ils ne vous connaissent pas encore, mon fils.
Un jour, ils vous craindront. Un jour. Mais ce jour n'est pas encore venu. Pour l'instant, Louis est un enfant prisonnier de son palais. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas se montrer, il ne peut pas être roi. Il doit attendre, observer, subir. Et cette impuissance le ronge déjà, même s'il ne le dit pas, même s'il le cache derrière son regard grave et ses manières polies. Sa relation avec Mazarin est complexe. Le cardinal est son parrain, son mentor, presque un père de substitution. Il lui enseigne la politique, la diplomatie, l'art de gouverner. Mais Louis voit bien que cet homme, si puissant en apparence, est haï de tous, et il comprend confusément que cette haine rejaillit sur lui, qu'aux yeux de Paris, il n'est que la marionnette de l'Italien. Cette idée le blesse plus qu'il ne veut l'admettre. Anne d'Autriche, elle, fait bonne figure. C'est une femme de 47 ans, encore belle, orgueilleuse, habituée au pouvoir. Elle a attendu des décennies avant de régner vraiment. Son mari Louis XIII la méprisait, la tenait à l'écart, la soupçonnait de tout. Et maintenant qu'elle est enfin régente, maintenant qu'elle gouverne au nom de son fils, voilà que Paris se révolte. Voilà que le Parlement la défie. Voilà que des pamphlétaires la traînent dans la boue. Elle ne cédera pas. Elle ne cédera plus. Mais en secret, elle sait que la situation est désespérée. Mazarin le lui répète chaque jour. Paris est perdu. Le Parlement ne reculera pas. La rue gronde de plus en plus fort. Si rien ne change, la famille royale sera bientôt prisonnière de sa propre capitale. Il faut partir. Il faut fuir. Il faut quitter Paris avant qu'il ne soit trop tard. Ce plan, Mazarin l'a préparé dans le plus grand secret. Personne ne doit savoir. Si Paris apprend que le roi veut s'enfuir, les portes de la ville seront fermées. Et alors, ce sera fini. La monarchie sera à la merci des révoltés. Le cardinal a choisi une date, la nuit du 5 au 6 janvier, la nuit de l'Épiphanie. Cette nuit où les Parisiens fêtent les rois, où ils mangent la galette, où ils tirent les rois dans leur foyer. Cette nuit où l'attention sera ailleurs. Cette nuit où personne ne surveillera les portes. Des carrosses sont discrètement préparés à la porte de la conférence, aux limites de la ville. Les fidèles les plus sûrs sont prévenus un par un. Les serviteurs reçoivent l'ordre de préparer des bagages légers, sans poser de questions. Tout doit sembler normal. Anne d'Autriche doit se coucher comme d'habitude. Le petit Louis doit s'endormir sans rien savoir. Et puis, au cœur de la nuit, quand Paris dormira enfin, on viendra le réveiller. L'enfant roi ne sait pas encore que cette nuit va changer sa vie, que cette fuite humiliante va graver en lui une blessure qui ne guérira jamais, que le garçon tremblant dans le noir deviendra l'homme le plus puissant d'Europe, obsédé par le contrôle, dévoré par le besoin de ne plus jamais être faible. Mais pour l'instant, il dort, innocent, ignorant de ce qu'il attend. Dans quelques heures, on va l'arracher à son lit, et rien ne sera plus jamais pareil. 3 heures du matin. Le palais royal est plongé dans l'obscurité. Les couloirs sont silencieux. Les gardes somnolent à leur poste. Et dans la chambre du jeune roi, une ombre se penche sur le lit. Anne d'Autriche pose sa main sur l'épaule de son fils. Elle le secoue doucement, puis plus fort. Louis ouvre les yeux, désorienté, encore prisonnier de ses rêves. Il ne comprend pas. Pourquoi sa mère est-elle là, en pleine nuit, le visage tendu, les yeux brillants d'une lueur étrange? Pourquoi lui parle-t-elle à voix basse, comme si elle avait peur qu'on l'entende? Il faut partir, mon fils. Maintenant, tout de suite. Ne posez pas de questions. Habillez-vous vite. Mais Louis n'a pas le temps de s'habiller vraiment. On lui jette un manteau sur les épaules. On l'entraîne hors de sa chambre. Il porte encore sa chemise de nuit, ce vêtement léger dans lequel il dormait. Ses pieds sont à peine chaussés. Et déjà, on le tire dans les couloirs sombres du palais. L'enfant sent la peur de sa mère. Il sent l'urgence dans chaque geste, dans chaque regard. Autour de lui, des serviteurs fidèles portent des bagages. Des gardes ouvrent des portes dérobées. Tout se passe dans un silence oppressant, comme si le moindre bruit pouvait déclencher une catastrophe. Dehors, le froid de janvier saisit Louis à la gorge. Il fait un froid terrible,
un froid qui mord la peau et coupe le souffle. Le vent glacé s'engouffre sous son manteau, traverse sa chemise de nuit. L'enfant commence à grelotter, mais personne ne s'arrête. Personne ne lui demande s'il va bien. Il faut avancer, il faut fuir. Des carrosses s'attendent, dans l'ombre, près d'une porte dérobée. Pas de torche, pas de lumière. Les chevaux piaffent nerveusement, leur souffle formant des nuages blancs dans l'air glacé. On pousse Louis à l'intérieur d'un carrosse. Anne d'Autriche monte à côté de lui. La portière se referme, et le convoi s'ébranle dans la nuit. Paris dort, mais Paris n'est jamais vraiment endormi. Dans les rues étroites, le cortège royal avance au pas, sans bruit, sans éclat. Les cochers ont reçu des ordres stricts. Pas de galop, pas de cris, pas d'appel. Il faut se fondre dans l'obscurité, devenir invisible, traverser la ville comme des fantômes. Louis regarde par la fenêtre du carrosse. Il voit les façades sombres des maisons, les enseignes qui grincent dans le vent, les ruelles où parfois une lueur vacille derrière un volet. C'est sa ville, sa capitale, le cœur de son royaume. Et pourtant, cette nuit, elle lui semble hostile, étrangère, dangereuse. Chaque ombre pourrait cacher un ennemi. Chaque bruit pourrait annoncer une embuscade. Le convoi traverse la ville par des chemins détournés, évitant les grandes artères où des patrouilles pourraient reconnaître les armoiries royales. On passe par des rues étroites, des passages obscurs, des quartiers où même les gardes ne s'aventurent pas la nuit. Anne d'Autriche serre la main de son fils. Elle ne dit rien, mais son visage est pâle, ses lèvres sont serrées. Elle aussi a peur. Près de la porte Saint-Honoré, le cortège manque d'être découvert. Un garde, surpris par ces carrosses qui passent en pleine nuit, s'approche avec sa lanterne. Qui va là? Un officier fidèle descend de cheval, murmure quelques mots, peut-être un mot de passe, peut-être une menace. Le garde hésite, puis s'écarte. Le convoi reprend sa route. Louis a retenu son souffle pendant toute la scène. Il a senti son cœur battre si fort qu'il lui semblait que tout Paris pouvait l'entendre. Et maintenant que le danger est passé, il se rend compte qu'il tremble. Pas seulement de froid, de peur. Une peur qu'il n'avait jamais connue. Une peur animale, instinctive. La peur de celui qui sait que sa vie ne tient qu'à un fil. Enfin, le cortège franchit les portes de la ville. Paris s'éloigne dans la nuit. Les lumières disparaissent. Les bruits s'éteignent. Devant les carrosses, il n'y a plus que la route noire, les champs gelés, l'immensité de la nuit d'hiver. La destination est Saint-Germain-en-Laye, à quelques lieues de Paris, un château royal où Mazarin a prévu de regrouper la cour et de préparer la riposte. Mais quand le convoi arrive enfin, au petit matin, ce que découvre Louis n'a rien d'un refuge. Le château est glacial, il n'a pas été habité depuis des mois. Les cheminées sont éteintes, les pièces sont vides. Les meubles ont été couverts de draps blancs comme des linceuls. Il n'y a presque rien. Pas de lit préparé, pas de repas chaud, pas de serviteurs pour accueillir le roi. Saint-Germain ressemble moins à un palais qu'à une maison abandonnée. Anne d'Autriche donne des ordres. Mais que peut-on faire au milieu de la nuit, dans un château vide? On trouve quelques matelas, quelques couvertures. On allume un feu dans une cheminée, mais la chaleur met du temps à se répandre. Et le petit Louis, épuisé, frigorifié, doit se coucher sur un lit de fortune, peut-être un simple matelas de paille posé à même le sol. Le roi de France dort comme un mendiant. Cette image, cette réalité brutale, marque l'enfant au fer rouge. Quelques heures plus tôt, il était dans son palais parisien, entouré de serviteurs, protégé par des gardes, installé dans des draps de soie. Et maintenant, il grelotte sur la paille dans un château désert, chassé de sa propre capitale par son propre peuple. Madame de Motteville, la dame de compagnie d'Anne d'Autriche, écrira plus tard dans ses mémoires ces mots terribles. Le roi et la reine couchèrent cette nuit-là fort mal. Il n'y avait rien de prêt, et l'on eût dit des fugitifs plutôt que des souverains. Des fugitifs. Le mot résonne comme une gifle. Louis est roi de France par la grâce de Dieu. Il est l'héritier de Charlemagne, de Saint-Louis, de François Ier. Et cette nuit, il n'est rien.
Un enfant en chemise de nuit, couché sur la paille, dans un château glacé. Au même moment, à Paris, l'aube se lève sur une ville qui ne sait pas encore. Mais bientôt, très bientôt, la nouvelle va se répandre. Le roi est parti, le roi a fui, le lit royal est vide. Et alors la colère de Paris va exploser. La nouvelle se répand dans Paris comme une traînée de poudre. Le roi est parti, le roi a fui, en pleine nuit, sans prévenir personne. Le palais royal est vide, la chambre royale est déserte, et personne ne sait où la famille royale s'est réfugiée. D'abord, c'est l'incrédulité. Comment est-ce possible? Le roi de France, abandonner sa capitale, fuir comme un voleur, comme un criminel, comme quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, les Parisiens n'arrivent pas à y croire. Ils courent vers le palais royal pour vérifier de leurs propres yeux. Et quand ils découvrent que c'est vrai, que le palais est effectivement vide, l'incrédulité se transforme en fureur. Le Parlement de Paris se réunit en urgence. Les magistrats sont outrés. Cette fuite, à leurs yeux, est une déclaration de guerre. La couronne a choisi de tourner le dos à Paris, de mépriser les revendications légitimes du peuple et de ses représentants. Très bien, puisque le roi les traite en ennemis, ils agiront en ennemis. Le Parlement décrète que le cardinal Mazarin est un perturbateur du repos public, un ennemi de l'État, un criminel qui doit être arrêté et jugé. Quiconque aidera à sa capture recevra une récompense de 50 000 écus. Dans les rues, l'agitation est à son comble. On ferme les portes de la ville. On organise des milices. On sort les armes cachées dans les caves et les greniers. Paris se prépare à la guerre. Non pas une guerre contre un ennemi étranger, mais une guerre contre son propre roi. Une guerre civile. Les pamphlets, les fameuses mazarinades, redoublent de violence. On ne se contente plus d'insulter le cardinal. On s'en prend ouvertement à Anne d'Autriche, cette reine espagnole qui préfère un Italien à son propre peuple. On s'en prend même au petit roi. Ce gamin manipulé, ce fantoche, ce roi de pacotille qui fuit en chemise de nuit. Les mots sont cruels, les accusations sont terribles, et personne ne se soucie de la vérité. Ce qui compte, c'est la colère. Ce qui compte, c'est la vengeance. Pendant ce temps, à Saint-Germain-en-Laye, Mazarin organise la riposte. Le cardinal n'a pas fui pour se cacher, il a fui pour frapper. L'armée royale, commandée par le prince de Condé, le plus grand général de son temps, encercle Paris. Le blocus commence. Plus rien n'entre dans la capitale, plus rien n'en sort. Les routes sont coupées, les ponts sont gardés. Les convois de ravitaillement sont interceptés. Paris, cette ville de 400 000 habitants, se retrouve isolée du monde. Les premières semaines, les Parisiens tiennent bon. Ils ont des réserves, ils ont leur fierté. Ils ont la conviction de se battre pour une cause juste. Mais très vite, la réalité du siège les rattrape. Le prix du pain explose, les marchés se vident. Les plus pauvres, ceux qui vivaient déjà au jour le jour, commencent à souffrir de la faim. On voit des familles fouiller les ordures. On voit des enfants mendier dans les rues. On voit des vieillards mourir de froid et de malnutrition. Et pendant que Paris souffre, des combats éclatent aux portes de la ville. Des escarmouches entre les troupes royales et les milices parisiennes. Des soldats meurent des deux côtés. Du sang français coule sur le sol français. C'est cela, la Fronde. Pas une révolte romantique, pas une révolution glorieuse. Une guerre sale, confuse, fratricide, où personne ne sait vraiment qui est l'ennemi et où tout le monde a quelque chose à perdre. Le cardinal de Retz, l'un des meneurs de la Fronde, côté parisien, écrira plus tard dans ses mémoires que le peuple de Paris était comme un lion qui s'éveille. Mais un lion affamé peut aussi dévorer ses propres petits. Et c'est exactement ce qui se passe. Les Parisiens commencent à se diviser. Certains veulent continuer la lutte jusqu'au bout. D'autres réclament la paix à tout prix. Les parlementaires se disputent sur la stratégie à suivre. Les nobles changent de camp selon leurs intérêts. Tout le monde se méfie de tout le monde. À Saint-Germain, le petit Louis observe tout cela. Il écoute les rapports que Mazarin lit à sa mère. Il entend parler des combats, des morts,
de la famine qui frappe Paris, et quelque chose change en lui, quelque chose de profond, de définitif. Cet enfant de 10 ans commence à comprendre la nature du pouvoir. Il comprend que le pouvoir n'est pas un droit divin qui s'impose de lui-même. Le pouvoir est un rapport de force. Le pouvoir se prend, se garde, se défend. Et si on n'est pas assez fort pour le défendre, on le perd. Il voit sa mère pleurer parfois, quand elle croit que personne ne la regarde. Il voit Mazarin, cet homme si sûr de lui d'habitude, douter, hésiter, s'interroger sur ses choix. Il voit les courtisans chuchoter dans les coins, calculer leurs chances, préparer peut-être leur trahison. Et il comprend une leçon terrible. Personne n'est fiable, personne n'est loyal par nature. Tout le monde obéit par intérêt ou par peur. Et le jour où l'intérêt change, où la peur disparaît, la loyauté s'évanouit. Cette leçon, Louis ne l'oubliera jamais. Les semaines passent, les mois passent. La Fronde connaît des rebondissements multiples, des négociations, des trêves rompues, des trahisons spectaculaires. À un moment, Condé lui-même, le général qui a sauvé la monarchie, se retourne contre la couronne et rejoint les rebelles. À un autre moment, Mazarin est contraint à l'exil, chassé de France comme un vulgaire criminel. Anne d'Autriche doit accepter des compromis humiliants, recevoir des délégations parlementaires, promettre des réformes qu'elle n'a aucune intention de tenir. Le petit Louis assiste à tout cela, impuissant, silencieux, mais terriblement attentif. Il enregistre chaque humiliation, chaque trahison, chaque moment de faiblesse. Et dans le secret de son cœur, une colère froide se cristallise. Une détermination inflexible prend forme. Un jour, il sera vraiment le roi. Un jour, il aura le pouvoir. Et ce jour-là, personne ne le fera fuir. Personne ne le défiera impunément. Personne n'osera même lever les yeux sur lui, sans sa permission. La Fronde durera encore plusieurs années. Elle ne prendra vraiment fin qu'en 1653, quand Louis aura 15 ans. Mais son issue est déjà scellée dans le cœur de cet enfant blessé qui a appris, dans la douleur et l'humiliation, ce que signifie vraiment être roi. 1661. 12 années ont passé depuis cette nuit terrible où un enfant en chemise de nuit fuyait Paris dans le froid de janvier. La Fronde est terminée depuis longtemps. Mazarin a triomphé de ses ennemis. La monarchie a survécu et Louis a grandi. Il a maintenant 22 ans. C'est un jeune homme grand, élégant, avec ce port de tête altier qui deviendra sa marque. Il danse merveilleusement bien. Il monte à cheval comme personne. Il a appris à dissimuler ses émotions derrière un masque impénétrable. Personne ne sait vraiment ce qu'il pense. Personne ne devine les tempêtes qui agitent petit à petit son âme. Il a appris cette leçon-là aussi pendant la Fronde. Ne jamais montrer sa faiblesse, ne jamais révéler ses intentions, ne jamais faire confiance à quiconque. En mars de cette année 1661, le cardinal Mazarin meurt. L'homme qui a gouverné la France pendant près de 20 ans s'éteint dans son palais, entouré de ses trésors, de ses tableaux, de ses richesses immenses accumulées au fil des décennies. Jusqu'au bout, il a conseillé Louis. Jusqu'au bout, il lui a transmis les secrets du pouvoir, les ficelles de la diplomatie, les rouages de l'État. Et maintenant, il est parti. Le lendemain de la mort de Mazarin, les ministres et les conseillers se présentent devant le jeune roi. C'est une formalité, pense-t-il. Louis va nommer un nouveau Premier ministre, un autre homme fort qui gouvernera en son nom, pendant qu'il s'amusera avec ses maîtresses et ses ballets. C'est ainsi que cela fonctionne depuis toujours. Les rois règnent, les ministres gouvernent. Mais Louis a d'autres projets. Quand on lui demande à qui il faut désormais s'adresser pour les affaires de l'État, il répond par ces mots qui vont changer l'histoire de France. « À moi ». 2 mots, 2 petits mots qui sonnent comme un coup de tonnerre. Les ministres se regardent, incrédules. Ils n'osent pas croire ce qu'ils viennent d'entendre. Le roi veut gouverner lui-même, sans intermédiaire, sans Premier ministre. C'est impossible, c'est impensable, c'est du jamais vu. Et pourtant, c'est exactement ce que Louis va faire.
À partir de ce jour, tout change. Louis prend en main chaque aspect du gouvernement. Il préside les conseils, il lit les dépêches, il prend les décisions, il nomme les ministres et les révoque. Il contrôle l'armée, les finances, la justice, la diplomatie. Rien ne se fait sans son accord. Rien ne se décide sans son approbation. La France découvre avec stupéfaction qu'elle a un roi, un vrai roi, un roi qui veut régner et qui en a les moyens. Les courtisans qui pensaient manipuler ce jeune homme, comme ils avaient manipulé tant d'autres, découvrent qu'ils se sont trompés. Louis n'oublie rien, Louis ne pardonne rien. Ceux qui l'ont trahi pendant la Fronde, ceux qui ont changé de camp au gré de leurs intérêts, ceux qui ont humilié sa mère ou comploté contre Mazarin, tous ceux-là vont payer. Pas immédiatement, pas brutalement. Louis n'est pas un tyran impulsif. Il est patient, il attend son heure. Et quand l'heure vient, il frappe avec une précision chirurgicale. Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, l'homme le plus riche de France après le roi, en fait l'amère expérience. Fouquet a eu le tort de construire un château magnifique à Vaux-le-Vicomte. Un château si beau, si luxueux, si éclatant, que le roi lui-même semble modeste en comparaison. Louis n'oublie pas cet affront. Quelques semaines après une fête somptueuse que Fouquet organise en son honneur, le surintendant est arrêté, jugé, condamné à la prison à vie. Il mourra en captivité 20 ans plus tard, sans jamais revoir la liberté. Le message est clair. En France, il n'y a qu'un soleil. Et ce soleil, c'est le roi. Mais la vengeance de Louis ne s'arrête pas aux hommes. Elle s'étend à une ville tout entière, Paris, cette capitale qui l'a fait fuir, cette ville qui a osé se révolter contre lui, cette population qui l'a humilié, insulté, chassé comme un malpropre. Louis n'oubliera jamais, et sa réponse sera monumentale. Il décide de quitter Paris, non pas de fuir cette fois, mais de partir la tête haute, volontairement, définitivement. Il ne veut plus vivre dans cette ville qui lui rappelle les pires moments de son enfance. Il ne veut plus voir ces rues où on a dressé des barricades contre lui. Il ne veut plus entendre le grondement de cette foule qui peut se transformer en meute à tout moment. Louis choisit un endroit improbable pour construire sa nouvelle résidence. Un petit village à quelques lieues de Paris, entouré de marécages et de forêts. Un lieu où son père avait fait construire un modeste pavillon de chasse. Un lieu sans prestige, sans histoire, sans importance. Ce lieu s'appelle Versailles. Pendant les décennies qui suivent, Louis va transformer ce marécage en le palais le plus extraordinaire que l'Europe ait jamais vu. Des milliers d'ouvriers travaillent jour et nuit. Des architectes de génie dessinent des plans grandioses. Des jardiniers créent des perspectives infinies, des fontaines magiques, des bosquets enchantés. Des artistes couvrent les plafonds de fresques glorieuses, des dorures, des miroirs, des marbres venus du monde entier. Versailles devient le symbole même de la puissance royale, l'incarnation de l'absolutisme triomphant. Mais Versailles n'est pas seulement un palais. C'est une prison dorée pour la noblesse française. Louis oblige les grands seigneurs à vivre auprès de lui, à quémander ses faveurs, à se disputer pour l'honneur de lui tendre sa chemise le matin ou de tenir son bougeoir le soir. Ces nobles qui avaient osé se révolter pendant la Fronde, ces princes et ces ducs qui avaient là changé de camp et trahi leur roi, Louis les réduit au rang de courtisans serviles. Il les surveille, les contrôle, les tient en laisse. Plus jamais ils ne pourront conspirer contre lui. Plus jamais ils n'auront la force de se révolter. Versailles est la réponse de Louis à cette nuit de janvier 1649. Le roi qui a dormi sur la paille à Saint-Germain construira le château le plus somptueux du monde. L'enfant qui a fui en chemise de nuit deviendra le monarque le plus puissant de son époque. L'humiliation appellera la grandeur. La peur appellera la domination absolue. Mais derrière les dorures et les miroirs, derrière les fêtes et les cérémonies, il y a toujours ce petit garçon de 10 ans qui tremble dans le noir. Louis a construit Versailles pour éblouir le monde. Mais peut-être, au fond, l'a-t-il construit pour oublier, pour effacer cette nuit
où il n'était rien, pour prouver à lui-même qu'il n'aura plus jamais peur. Le 1er septembre 1715, un vieil homme de 76 ans agonise dans son lit à Versailles. Son corps est rongé par la gangrène. Ses médecins ne peuvent plus rien pour lui. Autour de lui, la cour attend, la France attend, l'Europe attend. Car cet homme qui va mourir, c'est Louis XIV, le roi Soleil, le monarque le plus puissant que l'Occident ait connu depuis Charlemagne. 72 ans de règne, 72 années passées à façonner la France à son image. Il a construit Versailles, il a agrandi le royaume, il a imposé le français comme la langue de la diplomatie européenne. Il a fait trembler l'Espagne, l'Angleterre, l'Empire. Il a été craint, admiré, haï, vénéré. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire. Mais en cet instant, alors que la mort approche, à quoi pense le vieux roi? Aux victoires, aux conquêtes, aux fêtes somptueuses de Versailles? Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que dans les brumes de l'agonie, des souvenirs plus anciens remontent à la surface. Une nuit glaciale de janvier, une chambre plongée dans l'obscurité, une main qui le secoue, une voix qui lui dit de fuir, le froid qui mord sa peau à travers sa chemise de nuit, la peur qui lui serre le ventre. Nous ne saurons jamais ce qui traverse l'esprit de Louis XIV dans ces dernières heures, mais nous savons ce qu'il a fait de sa vie, et nous pouvons tracer une ligne directe entre l'enfant humilié de 1649 et le monarque absolu qui meurt en 1715. Cette ligne, c'est la volonté de ne plus jamais être faible, de ne plus jamais avoir peur, de ne plus jamais dépendre de qui que ce soit. L'absolutisme de Louis XIV n'est pas né d'une théorie politique ou d'une ambition abstraite. Il est né d'un traumatisme, d'une blessure d'enfance qui ne s'est jamais refermée. Le petit garçon qui a fui Paris en chemise de nuit a passé le reste de sa vie à s'assurer que cela ne se reproduirait jamais. Chaque décision, chaque construction, chaque guerre, chaque réforme peut se lire à travers ce prisme. Louis n'a pas simplement voulu être grand, il a voulu être invincible, parce qu'un jour, il avait été terriblement vulnérable. C'est là, peut-être, la leçon la plus profonde de cette histoire. Les hommes qui exercent le pouvoir absolu ne sont pas des dieux, ce sont des êtres humains, avec leurs peurs, leurs failles, leurs blessures secrètes. Et parfois, les décisions qui changent le cours de l'histoire ne sont pas motivées par la raison d'État ou l'intérêt national. Elles sont motivées par des souvenirs d'enfance, par des humiliations jamais pardonnées, par des nuits de terreur gravées à jamais dans la mémoire. Versailles, ce monument à la gloire du roi Soleil, ce symbole éclatant de la puissance française, peut aussi se lire comme l'œuvre d'un homme hanté, un homme qui a voulu construire un monde où il serait à l'abri de tout, à l'abri de la foule, à l'abri des révoltes, à l'abri de cette peur primitive qui l'avait saisi à 10 ans et qui ne l'avait peut-être jamais vraiment quitté. Les jardins géométriques de Versailles, ces perspectives parfaitement ordonnées, ces fontaines qui obéissent au doigt et à l'œil, ne sont-ils pas l'antithèse exacte du chaos de la Fronde? Louis a créé un univers où tout est contrôlé, où rien n'échappe à son regard, où le hasard lui-même semble aboli. Mais l'histoire a une ironie cruelle. Moins de 80 ans après la mort de Louis XIV, un autre roi de France fuira Paris. En octobre 1789, Louis XVI sera ramené de force de Versailles par une foule en colère. Cette fois, il n'y aura pas de fuite réussie. Cette fois, la monarchie ne survivra pas. Ce que Louis XIV avait construit pour protéger sa dynastie s'effondrera en quelques années, et les descendants de cet homme, qui avait tant voulu échapper à la fureur populaire, finiront sur l'échafaud. L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime. Et la rime entre janvier 1649 et octobre 1789 est troublante. 2 rois qui fuient, 2 foules en colère, 2 moments où le pouvoir royal vacille. La différence, c'est que Louis XIV a eu le temps et la force de reconstruire. Louis XVI
n'aura ni l'un ni l'autre. Pourquoi racontons-nous cette histoire aujourd'hui? Pourquoi cette nuit de janvier 1649 mérite-t-elle d'être tirée de l'oubli? Parce qu'elle nous révèle quelque chose d'essentiel sur la nature du pouvoir et sur la condition humaine. Elle nous montre que les grands de ce monde ne sont pas faits d'un autre bois que nous, qu'ils ont froid, qu'ils ont peur, qu'ils tremblent dans le noir, qu'ils portent des chemises de nuit et qu'ils dorment parfois sur la paille. Cette humanité des puissants n'excuse rien. Elle n'absout pas les guerres, les injustices, les souffrances que Louis XIV a infligées à son peuple et aux peuples voisins. Mais elle nous aide à comprendre que derrière les portraits majestueux et les récits glorieux, il y a des hommes et des femmes avec leurs faiblesses, leurs traumatismes, leurs contradictions, et que l'histoire, la vraie histoire, n'est pas celle des statues et des monuments, c'est celle des cœurs qui battent, des mains qui tremblent, des enfants qui ont peur dans la nuit. Louis XIV a régné 72 ans. Il a transformé la France. Il a marqué l'Europe. Son nom est synonyme de grandeur, d'absolutisme, de splendeur royale. Mais avant d'être tout cela, il a été un petit garçon de 10 ans, arraché à son lit par sa mère, fuyant dans le froid de janvier, ignorant s'il reverrait jamais son palais. Cette nuit-là, personne n'aurait parié sur lui. Cette nuit-là, la monarchie française semblait condamnée. Cette nuit-là, le futur roi Soleil n'était qu'une ombre tremblante dans les ruelles de Paris. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire nous touche encore, parce qu'elle nous rappelle que rien n'est jamais écrit d'avance, que les enfants humiliés peuvent devenir des géants, que les nuits les plus sombres peuvent précéder les aubes les plus éclatantes, et que parfois, c'est dans nos moments de plus grande faiblesse que se forge notre plus grande force. 6 janvier 1649, un enfant fuit, un roi naît, l'histoire de France ne sera plus jamais la même.